Bonjour, mon nom est André Laflamme, je suis conseiller pédagogique et chargé de cours à l'Université de Montréal. Dans les quelques prochaines minutes, on parle d'évaluation par les pairs et d'auto-évaluation. Partons du principe de l'évaluation. Qu'est-ce que l'évaluation tente de mesurer? Et ça peut être un produit, donc une production matérielle, ça peut être un processus, ça peut être une production intellectuelle comme un propos ou une réflexion. Qui évalue? Bien sûr, l'enseignant, mais pourquoi ne pas placer l'apprenant en situation d'évaluation? Quel intérêt avons-nous à le faire? La taxonomie de Bloom nous apporte un éclairage intéressant. En situation d'évaluation, tous les éléments inférieurs, c'est-à-dire analyse, application, compréhension et connaissance, sont mobilisés, sont mis à profit pour réaliser la situation d'évaluation. Donc, c'est une situation sur le plan cognitif plutôt exigeante. Qui est évalué? L'étudiant peut évaluer des collègues. Dans cette situation-là, on parle d'évaluation par les pairs. Cependant, l'étudiant peut porter un regard sur lui-même et à ce moment-là, on est dans l'ordre de l'auto-évaluation. L'enseignant peut participer à l'évaluation par les pairs et à l'auto-évaluation aussi. Dans ce cas-là, on parle de co-évaluation. Reste à déterminer le rapport entre la note donnée par les pairs, par exemple, et la note donnée par l'enseignant pour cumuler un résultat. Que vise l'auto-évaluation? Par exemple, la prise de conscience des perceptions de l'étudiant, par lui-même, bien sûr, l'amélioration de sa performance ou encore le développement de sa métacognition. Un exemple simple de la prise de conscience de ces perceptions peut être tout simplement une enquête placée en début de cours dans laquelle on tente de caractériser qui sont les étudiants dans un groupe et l'étudiant lui-même peut se positionner par rapport aux résultats obtenus. Dans le cas de l'amélioration de la performance, un exemple simple peut être l'utilisation d'un chiffrier électronique dans lequel l'étudiant va être amené à retranscrire les notes obtenues à différentes évaluations, selon bien sûr différents critères. Et ce chiffrier peut, par exemple, montrer un graphique en forme radar et à la fin du trimestre, l'étudiant est amené à réfléchir sur sa progression. Une situation encore plus évoluée impliquerait l'utilisation d'un portfolio numérique dans lequel l'étudiant est amené à consigner un certain nombre de pièces, apporter une réflexion sur ces pièces-là, réflexion qui peut être amenée aussi à partager avec d'autres collègues. Dans certaines situations, l'auto-évaluation est en fait une autocorrection, c'est-à-dire la passation d'un test dans lequel il y a un solutionnaire. L'étudiant peut mieux comprendre la nature des erreurs qu'il a commises et aussi, en même temps, s'assurer de sa compréhension de la matière. Voici un exemple. Ce qu'on voit à l'écran, c'est une question d'un test en ligne dans lequel l'étudiant doit répondre et obtenir une rétroaction. L'auto-évaluation peut porter aussi sur la réflexion sur l'action. Une telle réflexion peut contenir, par exemple, une liste de points forts, les défis relevés dans l'activité et, dans un monde idéal, un plan d'action pour réguler l'avancement. Un exemple de ceci serait un test, ici un test en ligne, encore une fois, dans lequel on a introduit l'indice de certitude. L'exemple que nous avons à l'écran montre que l'étudiant peut répondre à une question et indiquer son degré de certitude. Est-ce qu'il est peu sûr, moyennement sûr et tout à fait sûr d'une réponse? Dans le cas qui nous occupe, l'étudiant possède 80% de la matière en termes de précision, mais c'est très bien détecter ce qu'il sait de ce qu'il ne sait pas. Donc, il y a eu une bonification d'être tout à fait sûr par rapport à une réponse et probablement que les réponses dans lesquelles il a échoué, le degré de certitude était faible. Donc, cet étudiant-là détecte très bien ce qu'il sait de ce qu'il ne sait pas. Dans ce deuxième exemple, on a encore un étudiant qui a une précision de 80%. Malheureusement, cet étudiant était probablement plutôt tout à fait sûr de réponses qui étaient fausses ou encore donner un degré de certitude faible à des réponses qui étaient vraies. Dans un tel cas, l'intérêt de travailler avec l'indice de certitude permet à l'étudiant de préparer son plan d'étude, c'est-à-dire de détecter les situations où l'indice de certitude était plutôt élevé sur des réponses fausses. Alors, instantanément, on découvre qu'est-ce qu'on a à étudier dans les prochains jours. On comprendra qu'une telle démarche se veut qualitative,
Quoi qu'il est possible d'imaginer une situation d'examen sommatif dans lequel on introduit l'indice de certitude, mais de façon très importante, il aura fallu entraîner les étudiants au préalable. L'idée de cette auto-évaluation de réflexion est de bien sûr renforcer l'autonomie de l'étudiant et bien sûr, cette autonomie-là contribue à sa motivation intrinsèque. Lorsqu'on souhaite mettre en place une auto-évaluation, il faut aussi réfléchir sur les critères de cette auto-évaluation. Alors, ils peuvent être imposés, ces critères-là, ou ils peuvent être laissés libres si on veut mesurer, par exemple, est-ce que l'étudiant atteint des buts personnels. On peut imaginer des situations intermédiaires entre imposé et libre. Par exemple, dans un cours de photographie, on pourrait décider collectivement de définir les critères d'une photographie réussie et ensuite placer ces critères-là sur une grille dans laquelle l'étudiant va être amené à s'auto-évaluer. Vous avez actuellement sous les yeux une grille d'évaluation qui comporte un certain nombre de critères. Et ces critères-là, vous le remarquez, peuvent être de valeurs variables, 10 points ici, 25, 20 et ainsi de suite. Donc, il y a une pondération. Certains critères sont plus importants que d'autres. Et certains critères sont évalués sur une échelle qui contient 1, 2 ou 3 positions, tandis que d'autres sont évalués sur 5 positions. Alors, un exemple de grille d'évaluation, d'auto-évaluation dans ce cas-ci. Une source qui peut alimenter la mise en place des critères pour l'auto-évaluation, c'est la liste des objectifs ou des acquis d'apprentissage du cours, ou encore, bien sûr, un référentiel de compétences qui pilote l'ensemble du programme d'études. Mis à part les buts personnels, on comprend que ces critères peuvent servir aussi à l'évaluation par les pairs. Dans les situations d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs, un intérêt important, je pense, est la rétroaction de l'enseignant. Alors, un enseignant peut être amené à commenter l'auto-évaluation, encore l'évaluation par les pairs. En voici un exemple. Vous avez ici une situation d'auto-évaluation qui comporte deux éléments de sortie. La première colonne que voici indique de façon arithmétique, si vous voulez, la moyenne obtenue par l'évaluation d'un pair face à ses collègues. Et la colonne suivante montre l'appréciation que vous avez donnée à cette évaluation-là. Donc, il y a des moyens automatiques, puis des mécanismes automatiques dans Moodle, par exemple, pour alimenter cette deuxième colonne, mais rien de tel qu'une appréciation, je vous dirais, individuelle. Vous commentez les commentaires d'étudiants en regardant d'un peu plus près la façon dont c'est exprimé à ses collègues et vous pouvez donc donner une rétroaction qualitative ici et ou quantitative. Dans les situations d'auto-évaluation et encore plus dans les situations d'évaluation par les pairs, il me semble qu'un entraînement important doit avoir lieu préalablement. Ce n'est pas tout à fait naturel de s'auto-évaluer ou encore de poser un jugement sur les travaux de ses pairs. Donc, prévoyez quelques itérations d'entraînement. Une bonne pratique, tant au niveau de l'auto-évaluation et peut-être même encore plus au niveau de l'évaluation par les pairs, est d'entraîner vos étudiants à bien faire ce travail. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de l'évaluation par les pairs, de proposer des travaux que vous avez évalués. L'étudiant procède à l'évaluation aussi de ces mêmes travaux et compare les résultats auxquels il arrive avec l'évaluation de l'enseignant pour mieux comprendre s'il se situe correctement par rapport à une évaluation qui est en principe juste et équitable. Alors, puisqu'on arrive à la fin, prenons le temps de nous résumer. Dans une situation d'auto-évaluation, on peut simplement mettre en place un test formatif et là, on est plus du côté de l'autocorrection. Si on introduit à ce même test des indices de certitude, alors on peut tendre vers l'autorégulation ou encore utiliser simplement un tableau récapitulatif des résultats d'évaluation, comme on a montré dans la feuille Excel. Pour ce qui est de l'évaluation par les pairs, deux situations possibles. La première, la plus simple certainement, est de faire en sorte qu'il y ait un calcul arithmétique opéré pour l'ensemble des évaluateurs d'un étudiant donné et ça devient la note. Si on va aller encore un peu plus loin au niveau de l'autorégulation, on peut penser à qualifier
la rétroaction, la qualité de la rétroaction qu'un père a donnée à ses collègues et de l'évaluer de façon qualitative et ou quantitative. Voilà, en quelques minutes, un tour d'horizon extrêmement rapide sur l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Il y a une adresse Bitly que vous voyez actuellement à l'écran sous le titre. Vous pouvez taper littéralement cette adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur et vous retrouverez cette carte conceptuelle avec les ressources. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.